Imaginez une machine impossible à détruire. 200 mm de blindage frontal, aucun canon au monde n'est capable de la percer. Ce n'était pas un char, mais une forteresse mobile, coûtant une fortune, créée par le génie de Ferdinand Porsche. 89 de ces monstres partirent en chasse pour inverser le cours de la guerre en 24 heures. Mais pourquoi, seulement 2 semaines plus tard, ces géants d'acier s'étaient-ils transformés en tombeaux pour leurs équipages, sans avoir reçu le moindre coup fatal? Comment une simple boîte en bois à 15 roubles a-t-elle pu vaincre une arme miracle à 300 000 marks? Et quelle erreur fatale des concepteurs a condamné l'élite de la Wehrmacht à brûler vive à l'intérieur de ses propres machines, incapables d'ouvrir l'écoutille? Dans ce récit, nous analyserons l'histoire du plus grand fiasco technique du Troisième Reich. Vous découvrirez comment on a échangé de l'or contre de la sciure, et pourquoi l'ingénierie allemande parfaite a perdu face à la brutale réalité russe. La vérité sur la fin des Ferdinand est plus effrayante que n'importe quel mythe. Juillet 1943. Direction Orel, Koursk. La terre tremble. Ce n'est ni une métaphore ni une figure de style. C'est la conséquence physique du travail de 178 moteurs Maybach rugissant au ralenti dans la lisière de la forêt. 89 canons automoteurs Ferdinand, flambant neufs, sont alignés en ordre de bataille. Un bourdonnement lourd et sourd oppresse les tympans, vibre dans le diaphragme et résonne jusque dans les semelles des bottes. L'air est saturé de l'odeur lourde de l'huile surchauffée, de l'essence synthétique et du métal brûlant. Ici, sur la face nord du saillant de Koursk, est concentré le point technique de la Wehrmacht, censé briser la défense soviétique en 24 heures. Ce n'est pas juste une concentration de blindés, c'est une exposition des réalisations de la pensée technique allemande, poussée jusqu'à l'absurde. Chaque machine représente 70 tonnes d'acier allié croupe. C'est le poids d'un char lourd, compacté dans un châssis que le sol supporte à peine. Le pilote du 653e bataillon de chasseurs de chars lourds essuie son épiscope avec un chiffon. Ses mains sont couvertes d'huile, mais ses mouvements sont calmes et assurés. Il sait qu'il est assis à l'intérieur de l'objet le mieux protégé de tout le front de l'Est. Le blindage frontal fait 200 mm, 20 cm d'acier sémenté. Aucun canon soviétique, aucun fusil anti-char, aucun obus de char de calibre 76 mm n'est capable de percer cette plaque, même à bout portant. Ce n'est pas de la théorie. C'est le résultat de tirs d'essai sur polygone. Les obus ne feront que ricocher sur la projection frontale, ne laissant que des égratignures sur la peinture grise. « Gunther, tu as fini avec les galets ?» crie le chef de char, couvrant le bruit des moteurs. « Affirmatif, mon lieutenant. La suspension est en ordre. Ce monstre est prêt à écraser. » Rappelle-toi, on n'écrase pas, on calcine. À 2 kilomètres de distance. Les Russes ne comprendront même pas ce qui les a tués. Les équipages sont calmes. Il n'y a pas de peur dans leurs yeux, seulement l'arrogance froide des technocrates. Ils croient en la physique. Ils connaissent les caractéristiques tactiques et techniques de leurs machines par cœur, comme une prière. Canon PAC 43/2, calibre 88 mm. Longueur du canon, 71 calibres. Vitesse initiale de l'obus perforant, 1000 mètres par seconde. À une distance de 2 km, cet obus transperce n'importe quel blindage existant dans la nature. Les Russes n'ont rien qui puisse résister à un impact. Le char T-34 est pour le Ferdinand une cible en carton qu'il peut détruire sans même entrer dans la zone de portée de son canon. Le génie de l'ingénierie Ferdinand Porsche n'a pas créé un char, mais un fort mobile. On y a appliqué une transmission électrique révolutionnaire, du moins le pensaient les concepteurs. 2 moteurs à combustion interne font tourner 2 générateurs qui alimentent 2 moteurs électriques de traction. Aucune liaison mécanique rigide, aucun arbre de transmission se brisant sous la charge. Une marche fluide, une facilité de pilotage pour une masse énorme.
c'est le triomphe de la technologie sur la matière brute. Le coût d'un seul de ces automoteurs dépasse les 300 000 Reichsmark. À titre de comparaison, la production d'un char T-34 coûte à l'économie soviétique environ 135 000 roubles, ce qui, en termes de main-d'œuvre et de matériaux, est infiniment moins cher. Mais ici, dans le crépuscule d'avant l'aube du 5 juillet, l'économie passe au second plan. Seule la puissance de feu compte. Les chefs de char vérifient l'optique des viseurs. Du verre allemand, une optique traitée permettant de voir la cible à des milliers de mètres. Ils se sentent comme des chirurgiens devant effectuer une opération complexe, mais nécessaire pour l'ablation de l'infection bolchevique. J'ai entendu dire que les Ivans avaient de nouveaux canons anti-chars, demande le chargeur, en plaçant un lourd obus unitaire dans leur atelier. Laisse tomber, ricane le tireur sans quitter la lunette panoramique. Qu'ils amènent des mortiers s'ils veulent. 200 mm courte. 200. C'est comme tirer des petits pois sur un coffre-fort de banque. Nous traverserons leur position comme un couteau chauffé à blanc traverse du beurre. L'essentiel, c'est que les chenilles tiennent dans cette boue. Ces mots résument la quintessence de la doctrine allemande de l'année 43. Le pari sur la Wunderwaffe, l'arme miracle. La croyance qu'une machine technologiquement parfaite en vaut 10 simples. Que la qualité de l'acier est plus importante que la quantité de canons. Les équipages des Ferdinand regardent le monde à travers les fentes étroites des triplex, et ce monde leur semble simple et compréhensible. Devant, la steppe russe. Dedans, la technique primitive de l'ennemi. Et autour d'eux, un blindage indestructible. Le 654e bataillon, positionné sur le flanc droit, a déjà chauffé les moteurs à température opérationnelle. Les gaz d'échappement s'étalent en brume bleuâtre sur l'herbe. Les géants sont prêts à s'élancer. 70 tonnes de poids pour chaque machine. Le poids total du groupement de choc dépasse les 6000 tonnes. C'est une pression colossale sur le sol. Chaque centimètre carré de chenille appuie sur la terre russe avec une force supérieure à 1 kg. Les ingénieurs de Porsche ont assuré que les chenilles larges compenseraient la masse, que la capacité de franchissement serait suffisante. Personne ne pense à ce qui se passera si ce mécanisme complexe s'arrête. L'évacuation d'une machine de 70 tonnes du champ de bataille est un cauchemar logistique, nécessitant 5 tracteurs attelés ensemble. Mais qui penserait à l'évacuation quand on est invulnérable? Les pensées de panne sont chassées. Le Führer a ordonné de lancer l'opération Citadelle et les Ferdinand en sont l'atout principal. Le commandant du bataillon, le major Noack, donne l'ordre par radio. Les écouteurs explosent de phrases courtes et hachées. Attention à tous les équipages. Moteur à pleine puissance. Distance 50 mètres. Objectif, hauteur 274. Ouvrir le feu à volonté. Montrons-leur ce qu'est l'acier allemand. En avant. Les écoutilles claquent. De lourdes plaques d'acier coupent les hommes du monde extérieur. À l'intérieur, le silence se fait. Seul le bourdonnement régulier des moteurs électriques rappelle la puissance cachée. Les aiguilles des voltmètres et ampèremètres sur les tableaux de bord des pilotes sautent dans les secteurs verts. Le courant passe. Les énormes barbotins font tourner les chenilles avec un grincement caractéristique. Les patins mordent dans le sol sec de l'été, arrachant des morceaux de gazon. L'armada s'ébranle. 70 tonnes de métal entament leur accélération. La terre ne tremble plus simplement, elle gémit. Ce mouvement ressemble à une avalanche. Lente, inéluctable, mortelle. Dans les triplex, on voit l'horizon voilé de brume. Là-bas, à quelques kilomètres, l'ennemi attend. Les équipages sont sûrs d'une chose. Les Russes sont paniqués. La vue de ces monstres d'acier, sur lesquels les obus n'ont aucun effet,
devrait briser la volonté de résistance avant même le premier tir. Ils ignorent une chose. Les cartes de char posées sur les genoux des commandants sont périmées d'exactement 24 heures. Ils ne savent pas que leur confiance dans le blindage leur a joué un tour cruel. Ils regardent l'horizon, attendant un duel avec des chars. Mais la mort n'arrivera pas par une trajectoire tendue. La mort les attend déjà. Pas devant, mais en dessous. Sous la couche de terre noire, les racines d'armoise et l'herbe inoffensive des champs. L'illusion d'invulnérabilité est absolue. 200 mm d'acier semblent une garantie de vie. Mais les lois de la guerre sont cruelles. Plus un système est complexe, plus il est facile de le mettre hors service. Le Ferdinand est un chef-d'œuvre créé pour une guerre idéale, sous vide. Mais il va se heurter à une réalité où le calcul d'ingénierie se brise contre la force brute de l'explosif. Les moteurs rugissent, dévorant des litres de carburant. Les galets broient la poussière de la steppe. Il reste quelques minutes avant le premier contact. Le mécanisme est lancé. Il n'y a pas de retour en arrière. Le poing d'acier de la Wehrmacht est levé pour frapper, sans remarquer qu'il ne vise pas l'adversaire, mais sa propre perte. Tandis que de l'autre côté de l'horizon, 89 géants d'acier chauffent leur transmission, ici, dans la zone de défense soviétique, règne un silence artificiel, vibrant. Mais ce n'est pas un silence de paix. C'est le calme avant l'exécution. La profondeur de la défense du front central n'est pas de 10 ni de 20, mais de plus de 300 km, dont 60 constituent une zone continue d'obstacles du génie. Ce ne sont pas de simples tranchées, c'est une chaîne industrielle de mort, conçue avec un calcul mathématique froid. Si la stratégie allemande est un coup de poing blindé, la réponse soviétique est une toile visqueuse et stratifiée, créée pour absorber l'énergie cinétique du coup. Ici, pas de place pour l'improvisation. Chaque buisson, chaque ravin et chaque sentier sont pris en compte dans les cartes de tir et les formulaires de mine. La terre est retournée, mise sans dessus-dessous et farcie d'explosifs comme un millefeuille. Le major du génie Komarov marche le long de la ligne marquée en pointillés rouges sur les cartes d'état-major. Sous ses pieds, la terre noire, épaisse et grasse. Un milieu idéal pour le camouflage. Ces hommes, les sapeurs, travaillent depuis 3 jours sans dormir. Leurs visages sont gris de poussière et de fatigue, leurs mains en sang, à force de manipuler les manches de pelle et le bois des caisses. Ici, pas de discours grandiloquent. Le travail du sapeur est un labeur physique pénible, multiplié par un risque mortel. Ce sont des travaux de terrassement où le prix de l'erreur est une détonation instantanée. Augmentez la densité. La voix de Komarov est sèche comme un craquement de branches. 2000 par kilomètre, ça ne suffira pas ici. Les Allemands vont attaquer en coin. Disposez-les en quinconce, pas 1,5 mètre. Camarade major, on manque de métal, répond un sergent, enfoncé jusqu'à la taille dans l'herbe. Les TM-41 sont épuisés. Mettez des mines en bois, des TMDB, peu importe sur quoi ils sautent. L'essentiel, c'est la charge. Des milliers de mines sont enfouies dans la terre. La TMDB est une mine anti-char à corps en bois. Primitive, bon marché, terrible. Des kilogrammes de trottils pressés dans une caisse en planche non rabotée. C'est là son principal avantage tactique. Elle est invisible pour les détecteurs de mines magnétiques de la Wehrmacht. Un sapeur allemand peut passer à 1 mètre d'elle avec l'appareil le plus sophistiqué sans entendre de signal. La mort ici est analogique, dépourvue d'électronique et par conséquent indétectable. Les sapeurs travaillent vite, avec une précision mécanique. Les mouvements sont rodés jusqu'à l'automatisme. Retirer une plaque de gazon, creuser un trou, installer la mine,
visser la fusée MV5, armer le ressort du mécanisme de mise à feu, remettre le gazon en place, camoufler avec de l'herbe, égaliser la terre pour ne laisser aucun remblai frais. 1 minute plus tard, un trèfle inoffensif pousse à nouveau sur le lieu du piège mortel. « Attention avec la fusée, Petrov !» siffle le lieutenant en observant un jeune soldat. « Effort de déclenchement, 200 kg. Un char ne le remarquera pas, mais toi, ça t'arrachera la jambe. »« Bien reçu !» répond brièvement le soldat. Ses doigts tremblent, mais la goupille entre dans l'encoche. Un clic. La mine est armée. Ce n'est pas un simple minage, c'est la création de l'architecture du champ de bataille. Les ingénieurs soviétiques ne se contentent pas de disperser des explosifs, ils canalisent le mouvement de l'ennemi. Les champs de mines sont disposés de manière à laisser aux Allemands des passages étroits, libres de mines. Ces passages semblent être une voie de salut, un itinéraire pratique pour la technique lourde. En réalité, ce sont des sacs à feu. Dès que la colonne s'engagera dans un tel couloir, les canons anti-chars frapperont sur ses flancs. Et toute tentative de quitter la route mènera directement sur des champs de mines à haute densité. 3000 mines par kilomètre de front, une concentration jamais vue auparavant. Les statistiques disent que pour chaque char ou automoteur allemand qui attaque, plusieurs dizaines de kilogrammes de trotyl sont préparés ici. C'est une guerre de ressources. D'un côté, des alliages coûteux, une optique ultra précise et des années de formation des équipages. De l'autre, du trotyl bon marché, du bois et des fusées à pression des plus simples. L'économie de guerre est implacable. Pour détruire le train de roulement d'un Ferdinand valant des millions, une boîte en bois à 15 roubles suffit. Le major Komarov vérifie le camouflage. Il regarde le champ avec les yeux d'un pilote allemand. Que verra-t-il à travers le triplex? Un champ plat, de hautes herbes cachant les irrégularités. Un sol pratique pour la manœuvre d'une machine de 70 tonnes. Le piège parfait. Les Allemands cherchent les directions dangereuses pour les chars, là où il y a des fossés anti-chars et des hérissons tchèques. Mais ici, la menace est cachée sous leur nez. « 3e section, on termine !» L'ordre résonne sur le champ. Repli par les balises, pas dans pas. Celui qui trébuche, on écrira à sa famille qu'il est porté disparu. Les hommes rassemblent les outils. L'air sent la terre humide et le tabac. Les sapeurs savent, dans quelques heures, l'enfer commencera ici. Mais leur part du travail est faite. Ils ont transformé ces champs en une enclume géante, sur laquelle le marteau allemand va bientôt s'abattre. Et ce marteau doit se briser. Le long des routes, camouflées dans les lisières, se trouvent des piles de caisses. La réserve. Si les Allemands percent la première ligne, les sapeurs des détachements mobiles d'obstacles jetteront de nouveaux champs de mines juste devant les chenilles des assaillants. C'est une tactique active, miner non pas à l'avance, mais pendant le combat, sous le feu, en coupant les voies de manœuvre. Komarov regarde sa montre. 4 heures du matin. Le soleil commence à dorer la cime des bouleaux. Le silence devient tangible. Quelque part là-bas, derrière l'horizon, les Maybach rugissent. Une armada se dirige vers ici, sûre de son invulnérabilité. 89 équipages croient que le blindage les sauvera. Ils ne savent pas que leur sort a déjà été scellé, non pas dans un duel d'artillerie, mais ici, dans la boue, par les mains d'hommes fatigués, armés de pelles. Tout le calcul repose sur la psychologie. Le tankiste allemand est habitué à craindre le canon. Il cherche l'éclair du départ de coup. Il manœuvre, présentant son front. Mais la mine ne tire pas. Elle n'a pas de signe démasquant jusqu'au moment de l'explosion.
Elle frappe à l'endroit le plus faible, la chenille et le bas de caisse. Le blindage y est plus fin, et le train de roulement est le talon d'Achille de n'importe quel char, même le plus lourd. Eh bien, à la grâce de Dieu, prononce doucement le vieux sergent-chef en essuyant la sueur de son front. Accueillons les invités. Cessez les bavardages, coupe le major. Vérifiez les circuits de mise à feu des charges dirigées. Le champ devant eux semble vide. Mais sous la couche de gazon, des milliers de ressorts sont tendus. Des milliers de percuteurs se sont figés à 1 millimètre des amorces. La menace cachée attend une pression de 200 kg. La terre est prête à recevoir le poids de l'orgueil allemand. Le piège s'est refermé avant même que la proie n'y entre. La physique des matériaux est prête à donner une leçon à l'économie du Reich. Une leçon qui coûtera très cher. 5 juillet. Les montres indiquent 05h30. Le soleil se lève sur l'horizon, éclairant l'objectif. Le sauve-cause, 1er mai. 89 boîtes d'acier rampent à travers le champ. Vitesse, 20 km/h. Ce n'est pas une attaque, c'est une parade de force. Les équipages du 653e bataillon se sentent comme des dieux de la guerre invulnérables. Dans les viseurs, les tranchées russes. La distance diminue. Les moteurs tournent à la limite, dévorant le carburant. Mais les machines avancent avec assurance. La terre tient. Pour l'instant. Le commandant de la machine de tête au numéro tactique 501 regarde dans le périscope. Devant, c'est dégagé. Pas de casemate, pas de fossé anti-char. Les Russes semblent avoir disparu. C'est suspect, mais un ordre est un ordre, droit devant. Il ordonne au pilote d'accélérer. 70 tonnes prennent de l'inertie. Soudain, le monde bascule. Ce n'est pas le sifflement d'un obus, ce n'est pas un choc frontal auquel ils sont préparés. C'est un coup de pied sourd et monstrueux, venu d'en bas. Comme si la terre s'ouvrait et frappait avec un marteau directement dans le bas de caisse. Un fracas d'une telle force que le sang coule des oreilles. La machine de plusieurs tonnes bondit comme un jouet. L'équipage à l'intérieur est projeté contre les parois d'acier. La lumière s'éteint une seconde. Quand la vue revient, le pilote voit les aiguilles des instruments tomber à zéro. Les moteurs rugissent, mais la machine ne bouge pas. Elle tourne sur place. « Qu'est-ce que c'était » hurle-t-on dans l'interphone. « On est touché !»« La chenille droite !» hurle le radio en regardant par la fente latérale. Dehors, le tableau est celui d'une catastrophe technique. L'explosion de la mine anti-char TMD-B a déchiré les patins. Les maillons massifs en acier, pesant chacun des dizaines de kilogrammes, ont volé en éclats comme du verre. Le barbotin, continuant de tourner, enroule sur lui les restes de la bande, transformant le train de roulement en une bouillie de métal tordu. Le Ferdinand pivote par inertie sur le flanc. Et à ce moment, il cesse d'être une arme d'assaut redoutable. Il se transforme en un tas de ferraille inutile de 70 tonnes. « 501, ici 502. Je vois une rupture sous le galet. Tu es à l'arrêt !» grésille la radio. « Je suis immobilisé. Secteur de tir perdu. » Mais ce n'est que le début. À gauche et à droite, des fontaines de terre noire s'élèvent. L'un après l'autre, les géants d'acier heurtent un mur invisible. Ce n'est pas un mur de béton, c'est un mur d'explosifs. Le champ de mine a ici une densité monstrueuse. Les sapeurs de Komarov n'ont pas lésiné sur le trottil. Une deuxième machine tente de contourner le camarade touché. Le pilote tire brusquement sur le levier, tournant à gauche. La manœuvre d'un poids de 70 tonnes crée une pression colossale sur le sol. Et c'est fatal. Une deuxième mine explose sous la roue folle gauche.
L'explosion arrache le galet avec la chair, brise la barre de torsion. La suspension, conçue pour des charges énormes, ne résiste pas à un coup ponctuel par le bas. Le système unique de Porsche, ultra complexe, coûteux, innovant, est détruit par une caisse en bois remplie de tolite. En 20 minutes de combat, le bataillon perd 9 machines. 9. Ferdinand se fige dans le champ, comme des monuments à leur propre impuissance. Le blindage frontal, ces fameux 200 mm dont les concepteurs étaient si fiers, est absolument intact. Il n'y a pas une égratignure dessus. Les obus russes ne l'ont même pas touché. Mais les machines sont mortes. À l'intérieur des compartiments de combat, la panique commence. Ce n'est pas la peur de l'ennemi que l'on voit, c'est la terreur face à ce qu'on ne peut pas repousser. Un tankiste allemand sait comment placer son char en losange, comment cacher les points vulnérables. Mais une mine n'a pas de balistique. Elle se moque de l'épaisseur de ton blindage frontal. Elle frappe le ventre sans défense. « Le 505 a sauté, il brûle !» crie quelqu'un à la radio. L'équipage évacue la machine. « Reculez, tout le monde en arrière, c'est un champ de mines !» La voix du commandant de compagnie vire au hurlement suraigu. Mais il n'y a nulle part où reculer. La marche arrière sur un champ de mines est un suicide. Les pilotes tentent de faire pivoter les lourds automoteurs et de nouvelles explosions tonnent sous les chenilles. Ceux qui tentent de reculer roulent sur des mines qu'ils avaient manquées en avançant. Le piège s'est refermé. Et c'est là qu'apparaît la principale erreur au calcul de l'ingénierie allemande. Le Ferdinand n'a pas de mitrailleuse de caisse. C'est un chasseur de chars, créé pour des duels à longue distance. Il est aveugle en combat rapproché. Dès que la machine perd sa mobilité, elle devient sans défense face à l'infanterie. Les soldats soviétiques ne lancent pas d'attaque frontale. Ils travaillent par groupes de chasseurs de chars. Ils voient que les bêtes sont immobilisées. L'artillerie commence à travailler par zone, coupant l'infanterie allemande des blindés. Les Ferdinand restent seuls au milieu du champ. À l'intérieur de la machine 501 touchée, règne une odeur de brûlé et de peur. La transmission électrique est endommagée par la secousse. Les générateurs font des étincelles. L'équipage de 6 hommes est enfermé dans une boîte en acier. « Ouvrez les écoutilles, préparez-vous à la défense », ordonne le lieutenant. Il comprend que maintenant, ils ne sont plus l'équipage d'une machine à l'offensive. Ils sont la garnison d'un petit bunker très cher et absolument inutile. Le canon pointe vers le ciel, car la machine a basculé dans un cratère. Impossible de viser une cible. Le puissant canon de 88 mm, capable de percer n'importe quel char, ne peut rien faire contre un fantassin rampant avec une bouteille incendiaire dans la zone morte. « Hans, regarde dans le périscope, à gauche, infanterie !»« Je ne peux pas les atteindre, l'angle ne le permet pas. Où est notre mitrailleuse ?»« On n'a pas de mitrailleuse, idiot, tire avec ton pistolet par le sabord. » À travers les fentes, il voit brûler les machines voisines. Celles dont les munitions ou le carburant ont détonné se transforment en torches. 70 tonnes d'acier chauffent au rouge. Si l'équipage n'a pas le temps de sortir, il brûle vif. Ceux qui sortent tombent sous le feu croisé des tireurs d'élite et des mitrailleurs soviétiques. 20 minutes de combat ont rayé des années de développement. Le concept du bélier invulnérable s'est brisé sur la réalité de la guerre des mines. Les ingénieurs à Berlin avaient calculé la résistance des plaques de blindage, mais avaient oublié de calculer la résistance des nerfs et la vulnérabilité du train de roulement. Sur le champ près du Sovkhoz 1er mai se trouve le cimetière des espoirs du Troisième Reich. 9 géants. Le coût de chacun équivaut à celui d'une petite usine. Tous sont mis hors service par des moyens qui coûtent des centimes. Les ondes sont remplies d'appels à l'aide et de malédictions. « Il nous faut des tracteurs, on ne peut pas bouger !»« Les tracteurs ne passeront pas, il y a des mines, débrouillez-vous, c'est une impasse !»
Technique et tactique. Le Ferdinand a été créé comme un dominant, comme un prédateur. Mais en perdant une chenille, il est devenu une proie. Son mouvement, son puissant blindage n'est que les murs d'un caveau. Son long canon, un tuyau inutile. Les mines soviétiques ont fait ce que les canons ne pouvaient pas faire. Elles ont privé l'ennemi de manœuvre. Elles ont transformé une guerre de moteurs manœuvrières en une boucherie positionnelle où les Allemands n'ont pas l'avantage. La machine 501 tressaille à cause de l'explosion proche d'un obus explosif. L'artillerie soviétique commence le réglage sur les cibles immobiles. Maintenant, c'est un stand de tir. Juste un tir sur polygone sur des cibles fixes. Le lieutenant regarde les manomètres. La pression d'huile est à 0. La transmission est morte. « Coupe les moteurs », dit-il doucement. « Économise les batteries, on va rester ici longtemps. » Le bruit des moteurs s'éteint. Un silence effrayant s'installe, déchiré seulement par les impacts d'obus à l'extérieur. L'équipage est assis dans la pénombre. Ils se sentent trahis. Trahis par leur commandement qui les a envoyés sur des champs de mines sans reconnaissance. Trahis par les concepteurs qui ne leur ont pas donné de mitrailleuses. Trahis par leur foi en la technique. L'illusion de supériorité s'est dissipée avec la fumée de la première explosion. Il ne reste que la physique nue. 70 tonnes de poids morts au milieu de la steppe russe. Quartier général de la 9e armée de la Wehrmacht. 12 juillet. Ici, pas de fracas d'explosion ni d'odeur de chair brûlée. Ici, ça sent le café ersatz, le tabac cher et l'encre d'imprimerie des rapports frais. Le silence des bureaux est trompeur. C'est précisément ici, au-dessus des cartes à l'échelle 1/50 millième, que se fixe la défaite. Pas tactique, mais systémique. Le colonel général Walter Model se tient près de la table. On l'appelle le pompier d'Hitler pour sa capacité à stabiliser des situations désespérées. Mais maintenant, il regarde des documents qui défient la logique de la guerre habituelle. Devant lui se trouve le rapport du 656e régiment de chasseurs de chars. Les chiffres sont secs, noir sur blanc, mais il crie au désastre. Rapportez les pertes des Ferdinand. La voix de Model est sourde, dénuée d'intonation. Il ne demande pas. Il exige la confirmation de l'impossible. 33 machines irrémédiablement perdues ou nécessitant une réparation en usine, mon colonel général. C'est 37% de l'effectif du régiment, martèle l'officier des opérations, essayant de ne pas regarder le commandant dans les yeux. Model prend un crayon. Il commence à compter. Pas les hommes, pas les équipages. Il compte les Reichsmark. La guerre, pour lui, c'est avant tout une comptabilité des ressources. Un Ferdinand, c'est 300 000 Reichsmark. Ce sont des centaines de tonnes de cuivre déficitaires dans les bobinages des générateurs électriques. Ce sont des additifs d'alliage, du molybdène et du nickel, dont le Reich n'a presque plus. Ce sont des milliers de Roms d'ouvriers hautement qualifiés en Autriche. La cause des pertes? Le crayon dans la main du général se fige. Artillerie de calibre 152 mm? Impact direct de bombes d'aviation? Négatif. La cause principale? Les champs de mines. Et l'achèvement ultérieur par l'infanterie. Le crayon se brise avec un craquement sec. Dans ce bruit réside toute l'absurdité de la situation. L'industrie allemande a créé un chef-d'œuvre technologique, une machine invulnérable aux obus. Les concepteurs ont tout prévu. Épaisseur du blindage, angle d'inclinaison, optique. Ils ont créé le tueur de chars idéal. Mais ils n'ont pas prévu l'économie de la guerre. Model s'approche de la carte. Il ne voit pas une ligne de front, mais un rapport financier. 33 Ferdinand détruits, c'est presque 10 millions de Reichsmark transformés en ferraille en 12 jours. Avec quoi les Russes ont-ils répondu? Avec des caisses en bois remplies de tholite.
Le prix de revient d'une mine TMDB est d'environ 15 roubles. Converti en monnaie allemande, c'est une misère. C'est un échange asymétrique impossible à gagner. Pour mettre hors service la transmission ultra complexe du Ferdinand, assemblée par les meilleurs ingénieurs de Vienne, 5 kg d'explosifs posés dans la terre par un paysan illettré suffisent. Le coefficient d'efficacité tend vers l'infini en faveur des Russes. « Ce n'est pas la guerre, c'est du gaspillage », prononce Model en s'adressant au vide. « Nous échangeons de l'or contre de la sueur. » Un lourd silence pèse dans le QG. Les officiers comprennent. La doctrine de la supériorité qualitative craque de toutes parts. L'idée qu'un superchar vaut 10 chars ordinaires ne fonctionne que sur le polygone. Dans la vraie boue de Koursk, un superchar est arrêté par une mine bon marché. Et ensuite, immobilisé, on le brûle avec des bouteilles d'essence qui coûtent encore moins cher. Mon général, les compagnies de réparation signalent l'impossibilité d'évacuation, poursuit l'aide de camp. Le poids des machines ne permet pas d'utiliser les tracteurs standards. Il faut un attelage de 5 semi-chenillés de 18 tonnes. Sur un terrain miné, c'est impossible. Nous sommes obligés de faire sauter la technique endommagée de nos propres mains. Model hoche la tête. C'est encore un poste de dépense dans sa sombre comptabilité. Une impasse logistique. Le Ferdinand est si lourd que sa panne équivaut à sa destruction. Les Russes n'ont même pas besoin de le faire exploser entièrement. Il suffit de casser une chenille et l'armée allemande fera le reste. L'équipage placera une charge dans la culasse du canon et partira, laissant à l'ennemi un tas de métal de 70 tonnes. C'est l'effondrement du business plan de l'opération Citadelle. Le pari était fait sur la percée de la défense grâce à l'invulnérabilité de la nouvelle technique. Mais l'invulnérabilité s'est avérée être une fiction. Le blindage tient le coup, mais pas le train de roulement. Et un char sans mouvement, ce n'est pas un actif, c'est un passif. C'est du capital mort. Préparez un rapport pour Berlin. Model jette le crayon cassé. Écrivez la vérité. L'arme miracle n'est efficace que jusqu'à la première mine. Nous perdons des unités d'élite non pas au combat, mais dans des pièges du génie. La ressource du train de roulement ne correspond pas aux conditions du front de l'Est. L'officier note rapidement. Le stylo gratte le papier. Et ajoutez, la voix du général devient glaciale, que si les Russes produisent des mines à la vitesse à laquelle nous perdons des chars, d'ici l'automne, nous n'aurons plus rien pour faire la guerre. Dans ce bureau, loin de la ligne de front, se produit la prise de conscience d'une défaite stratégique. L'Allemagne a investi des millions dans la création d'exemplaires uniques de l'arme absolue. L'Union soviétique a investi des ressources dans la production de masse de moyens de contre-mesure primitifs. Sur la balance de l'histoire, la mort bon marché, grossière et massive, a pesé plus lourd que celle faite à la pièce, élitiste et chère. Model regarde par la fenêtre. Il comprend que la bataille est perdue, non pas parce que les soldats ont manqué de courage, mais parce que l'économie du Troisième Reich n'a pas résisté à la collision avec l'industrie minière soviétique. Chaque machine perdue est un trou dans le budget impossible à colmater. Les usines Porsche ont besoin de mois pour construire un nouveau Ferdinand. Les usines soviétiques ont besoin de minutes pour clouer une nouvelle mine. « Rampez !» lance le général. L'aide de camp disparaît derrière la porte. Model reste seul face aux chiffres. 33 machines, 37%. Ce n'est pas juste une statistique de perte, c'est une condamnation de l'aventurisme technique. La croyance que le génie de l'ingénierie peut vaincre la loi des grands nombres s'est révélée une erreur. Et pour cette erreur, en ce moment même, dans les steppes près de Ponyri, les tankistes allemands paient de leur vie, enfermés dans leurs machines follement chères et inutiles. Pendant ce temps, alors que l'état-major allemand calcule les pertes, à 1000 km de là,
Le volant de l'industrie soviétique ne fait que commencer à prendre de la vitesse. La réponse de Moscou à la qualité allemande sera simple et terrible dans sa massivité. La comptabilité stalinienne fonctionne selon d'autres principes. Moscou, le Kremlin, le bureau du commandant en chef suprême. Ici, on n'entend pas la canonnade, mais c'est ici que se détermine le rythme auquel battra le cœur de la guerre. Joseph Staline tient entre ses mains le rapport du commandant du front central, Konstantin Rokossovski. Le papier est épais, le texte dactylographié est net. Mais l'essentiel dans ce document, ce n'est pas la police, ce sont les pourcentages. Le chef souligne un chiffre au crayon rouge. 80%. C'est la quantité de blindés allemands dernier cri, y compris les automoteurs lourds Ferdinand, mis hors service non pas dans des duels de chars directs, mais sur des champs de mines. Le silence règne dans le bureau, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge de parquet. Staline pose le crayon et regarde le commissaire du peuple aux munitions, Boris Vanikov. Un regard lourd, évaluateur. C'est le regard du directeur général d'une immense corporation qui vient de trouver une vulnérabilité critique dans la stratégie d'un concurrent. Camarade Vanikov, la voix de Staline est calme, mais métallique. Vous voyez ces chiffres? Les Allemands ont misé sur des produits uniques. Ils nous ont amené une ménagerie qui coûte des millions. Et nous leur brisons l'échine avec de simples caisses en bois. Affirmatif, camarade Staline. L'efficacité des obstacles du génie a dépassé les attentes, répond le commissaire. Il se tient au garde à vous, prêt à noter. Staline se lève et s'approche de la carte. Si l'ennemi a peur des mines, nous devons lui donner des mines. Nous devons en inonder le front de telle sorte que le soldat allemand ait peur de faire un pas, même pour aller aux toilettes. Combien en produisons-nous actuellement? 1,5 million de pièces par mois, tout type confondu, camarade Staline. C'est peu. Il en faut 3 millions. Par mois. Considérez cela comme une décision du comité d'État à la Défense. Délai, hier. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre de restructuration de branches entières de l'industrie. À ce moment, à Moscou, se lance le mécanisme de la guerre totale, où la quantité se transforme en qualité de destruction. Le commandement fait un choix stratégique. Au lieu d'une réponse symétrique, tenter de créer son propre superchar ici et maintenant, l'Union soviétique répond de manière asymétrique, par un tsunami industriel d'explosifs bon marché. Les usines de l'Oural, de Sibérie et de la Volga reçoivent de nouvelles directives. Les directeurs d'entreprise essuient des sueurs froides en lisant les télégrammes de Moscou. Augmenter la production de cordes TMDB par 2. Passer les ateliers numéro 5 et 6 en régime 24 heures sur 24. Envoi des convois par corridor vert. Arrière profond. Usine numéro 15. L'atelier ressemble à une fourmilière. Ici, pas de haute culture d'ingénierie au sens allemand. Pas de propreté stérile. Ici, il règne une épaisse odeur de tolite, de sciure de bois et de corps non lavés. Les gens travaillent en 3 vite. Le quart dure 12 heures, mais souvent les ouvriers ne rentrent pas chez eux et dorment directement près des machines, sur des caisses de produits finis. Aux convoyeurs se tiennent des femmes et des adolescents. Les hommes sont au front ou dans la métallurgie lourde. Ici, sur l'assemblage de la mort, il faut des doigts agiles, pas de la force brute. « Macha, allez, plus vite !» crie le chef d'équipe, couvrant le bruit du transporteur. « Le plan brûle, le front attend !»« Je n'y arrive pas, Ivan Kouzmitch. Les fusées ont des défauts, le filetage est dur !» répond la jeune fille, dont les mains sont teintes en jaune jusqu'au coude par l'explosif toxique. « Vise comme tu peux. Si ça ne rentre pas, prends un marteau. C'est une mine, pas une montre. Elle ne doit fonctionner qu'une seule fois. »
Dans ce dialogue réside toute l'essence de la philosophie de production soviétique du temps de guerre. L'ingénieur allemand polira une pièce au micron près, cherchant le fonctionnement idéal du mécanisme. Le maître ouvrier soviétique sait « La durée de vie d'une mine, c'est une pression. Elle n'a pas besoin d'être belle. Elle n'a pas besoin d'être durable. Elle a juste besoin d'exploser. » Un traitement grossier, des tolérances en millimètres, des matériaux bon marché, tout cela n'est pas des défauts, mais des caractéristiques. Cela permet de sortir une production à des millions d'exemplaires. Les ateliers de menuiserie qui, hier, faisaient des meubles, produisent maintenant des milliers de corps en bois. Les usines chimiques cuisinent du trotyle et de l'ammonal par tonnes. C'est une véritable chaîne de mort. Pendant qu'en Allemagne, Ferdinand Porsche attend une livraison de cuivre déficitaire pour un seul moteur électrique, en Union soviétique, 10 000 mines sortent du convoyeur. L'économie de guerre entre dans sa phase la plus cruelle. La bataille ne se déroule pas seulement sur l'arc de Koursk, elle se joue dans les ateliers. « Combien de caisses par quart ?» demande l'organisateur du parti de l'usine. « 5 000 » râle le chef d'atelier. Ses yeux sont rouges d'insomnie. « Il en faut 6. Les Allemands ont amené une nouvelle technique. Les gars écrivent que le blindage est épais. L'obus ne le perce pas. Il faut taper sous le ventre. Allez, on pousse. » Et il pousse. La production croît de manière exponentielle. 3 millions de mines par mois. C'est 100 000 mines par jour. Si on les alignait, on pourrait ceinturer le front plusieurs fois. C'est la réponse de la quantité à la qualité. Le Ferdinand allemand est le sommet de la maîtrise individuelle. Un produit à la pièce, nécessitant maintenance, pièces détachées, carburant. La mine soviétique est un soldat sans visage qui ne demande pas à manger, ne dort pas et attend patiemment son heure. Les nœuds ferroviaires sont encombrés de convois. Vers l'ouest, partent des trains avec des caisses grises banales. Dans les documents, cela passe comme chargement spécial. Mais chaque wagon représente des milliers de galets et de chenilles potentiellement arrachées. Staline, au Kremlin, regarde à nouveau les rapports. La courbe de production grimpe. « Bien, dit-il en allumant sa pipe. Que leur Wunderwaffe s'étouffe avec notre bois. La stratégie est définitivement validée. Miner chaque mètre suspect. Créer une telle densité d'obstacles que la terre même sous les pieds des Allemands devienne une ennemie. Ce n'est pas l'exploit héroïque d'un solitaire avec une grenade. C'est une destruction organisée industriellement, mise en flux. Dans les usines, personne ne pense à la haute stratégie. On pense à la norme de production. « Encore un chariot! Chargez !» ordonne le brigadier. Des caisses en bois avec le marquage noir TMDB sont empilées. Bientôt, elles se retrouveront dans la terre noire de la région d'Orel. Bientôt, elles rencontreront les chenilles coulées dans les usines Krupp. Et dans ce débat, celui qui est le plus nombreux gagnera. Le volant est lancé. L'Union soviétique transforme son territoire en une insurmontable course d'obstacles. Le pari allemand sur le Blitzkrieg et la supériorité technique se brise non pas sur le génie des généraux, mais sur l'impitoyable statistique de la production de masse. 3 millions de morts par mois. Aucun prix qu'aucune armée au monde ne peut payer. Même une armée de Ferdinand. Berlin, ministère de l'Armement et des Munitions. Ici, à des milliers de kilomètres de la steppe en feu, la guerre a une autre apparence. Ce n'est pas de la boue et du sang, mais le silence des tapis, le bruissement du papier à dessin et le cliquetis des touches des arythmomètres. Le ministre du Reich, Albert Speer, est assis à une large table en chêne. Devant lui, pas de cartes opérationnelles, mais des rapports économiques. Et ces rapports tuent la foi en la victoire plus vite que n'importe quel rapport du front. Dans le bureau, règne une odeur de tabac cher et d'ozone provenant des ventilateurs.
Speer prend une règle à calcul. Son cerveau d'architecte et de gestionnaire, tente de justifier les coûts. Mais les chiffres sont têtus. Il ne cède pas à la propagande. Sur la table repose le rapport d'exploitation des chasseurs de chars lourds Ferdinand. Speer regarde la colonne « Consommation de ressources ». « C'est de la folie », murmure-t-il. En face est assis un colonel de la direction des armements des forces terrestres. Son visage est impénétrable, mais on lit la fatigue dans ses yeux. « Monsieur le ministre du Reich, l'efficacité du canon est confirmée. La distance d'engagement, laissez le lyrisme pour les journaux », l'interrompt Speer. « Regardez ce chiffre. » Il déplie une feuille. Le coût d'un char russe T-34 détruit par l'équipage d'un Ferdinand revient au Trésor 6 fois plus cher que si ce char avait été détruit par un Panthère. 6 fois, colonel. Nous tirons des lingots d'or sur des cibles en bois. Mais le docteur Porsche affirme que les pertes sont dues à une mauvaise utilisation tactique. Les machines ont été jetées sur des champs de mines sans soutien d'infanterie. Le docteur Porsche est un concepteur génial qui vit dans un monde idéal. La voix de Speer durcit. Il a créé une machine pour des conditions de laboratoire. Or, la guerre se fait dans la boue. Dans ce bureau se signe la condamnation non pas simplement d'un modèle précis de blindé. Ici se produit l'effondrement de toute une philosophie d'ingénierie. Ferdinand Porsche, le favori du Führer, l'homme qui a offert au monde la coccinelle, a créé un monstre technologique. Ses ambitions exigeaient l'innovation pour l'innovation. Une transmission électrique? Génial. 2 moteurs? Époustouflant. Mais dans les conditions d'une guerre totale et de pénurie de ressources, ce génie devient criminel. Speer se lève et s'approche de la fenêtre. Bernin vit sa vie, mais l'ombre de la catastrophe plane déjà sur la ville. Le cuivre, dit-il en regardant la rue. Dans chaque Ferdinand, il y a des centaines de kilogrammes de cuivre déficitaires pour les moteurs électriques. Nous descendons les cloches des églises, nous collectons les ustensiles de cuisine pour bobiner ces générateurs. Et ensuite, ces générateurs brûlent parce que le système de refroidissement n'est pas conçu pour la poussière russe. Ce n'est pas la guerre, c'est du sabotage, payé par le budget de l'État. Le dialogue dans le bureau passe sur le plan du calcul froid. « Que faisons-nous des châssis restants ?» demande le colonel. « À l'usine Nibelungenwerk, il y a encore du stock. »« Aucun nouveau Ferdinand » tranche Speer. « Fermez le programme. Rééquipez les machines restantes ou les envoyer à la refonte. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de produire une technique qui se brise sous son propre poids. » C'est la fin d'une époque. Une époque où le concepteur était un artiste, un créateur, dont la volonté était supérieure à la réalité. Porsche croyait que la technologie résolvait tout. Il a convaincu Hitler que 90 machines, invulnérables aux obus, changeraient le cours de la guerre. Il s'est trompé. On ne gagne pas la guerre avec le blindage le plus épais, mais avec le char le plus facile à réparer dans un champ à coups de masse. Speer retourne à la table. Il prend un stylo rouge et appose un visa large sur le document. Dites à Porsche que ses expériences sont terminées. À partir de maintenant, un seul critère, la constructibilité et le faible coût. Si un char ne peut pas être assemblé par des ouvriers peu qualifiés, nous n'avons pas besoin de ce char. Derrière cette procédure bureaucratique se cache la tragédie personnelle d'un grand ingénieur. Ferdinand Porsche est écarté de l'influence réelle. Son bébé, sa fierté, est reconnu comme une branche morte de l'évolution. La machine n'est pas tuée seulement par la mine soviétique, elle est tuée par le devis. Elle est tuée par la logistique. Elle est tuée par le bon sens. Au fait, le colonel rassemble les papiers. Du front, on signale que les équipages n'ont pas de mitrailleuses. L'infanterie russe s'approche au contact. Speer a un rire amer.
Une machine valant 300 000 marks, sans défense devant un fantassin avec une grenade. C'est le meilleur monument à notre bêtise. Porsche était tellement absorbé par la lutte contre les chars qu'il en a oublié les hommes. Dans les couloirs du ministère, la nouvelle se répand vite. Le projet Tigre Porsche, base de l'automoteur, est définitivement enterré. La machine bureaucratique du Reich, grinçant des rouages, se tourne vers la simplification. Mais le temps est déjà perdu. Les ressources dépensées pour la création de 90 colosses d'acier ne reviendront pas. Cuivre, acier, carburant, tout cela est resté brûlé dans les steppes près de Koursk. Speer comprend. C'est le début de la fin. Si l'école d'ingénierie allemande, la meilleure au monde, commence à perdre la compétition de l'efficacité, cela signifie que la guerre est stratégiquement perdue. Le Ferdinand est devenu le symbole de cette erreur. Encombrant, complexe, capricieux. Un titan aux pieds d'argile. Rapport suivant, commande Speer. La porte se ferme. Le sujet est clos. Dans l'histoire de la technique, un point final a été mis. Mais pour ceux qui sont assis en ce moment à l'intérieur de ces machines sur le front de l'Est, la décision bureaucratique ne change rien. Ils sont toujours là-bas. Ils croient toujours en leur technique, ignorant qu'à Berlin, on les a déjà passés par profit et perte, comme un actif invendable. Leurs vies ne sont plus qu'une ligne dans la colonne perte. Et cette colonne continue de croître d'heure en heure. Et quelque part sur le polygone de Koubinka près de Moscou, les ingénieurs soviétiques se préparent déjà à rendre leur verdict sur un exemplaire capturé. Et ce verdict ne sonnera pas comme un rapport comptable, mais comme le réquisitoire d'un procureur. La rencontre des deux écoles, l'allemande architecturale et la soviétique fonctionnelle, est inévitable. Et elle ne se produira pas sur le papier, mais sur le blindage. Polygone d'essai de blindés de Koubinka. Ici, loin de la fumée du front, l'air est pur et transparent. Mais la tension n'y est pas moindre que sur la ligne de front. Seulement la nature de cette tension est différente, intellectuelle. Devant le hangar se tient le trophée. Un automoteur au numéro tactique 501, capturé pratiquement intact. L'équipage l'a abandonné quand les chenilles se sont enlisées dans le sable et que les moteurs ont surchauffé. Maintenant, ce colosse d'acier n'est plus une menace, mais une pièce à conviction, un objet d'étude. Autour de la machine marche un groupe d'hommes en costume civil et en uniforme militaire sans insigne. Parmi eux, se détache la silhouette d'Alexandre Morozov, le concepteur en chef du char T-34. Il ne regarde pas le Ferdinand avec peur. Il le regarde comme un chirurgien regarde une tumeur, avec un intérêt professionnel et un détachement froid. Dans ses mains, pas d'armes, seulement un carnet et une règle à calcul. Morozov s'approche de la plaque frontale. Il passe la paume sur la surface sémentée. Métal froid. 200 mm, prononce-t-il sans se retourner. Plus l'inclinaison. Ce n'est pas un blindage, c'est un mur de forteresse. Un obus de calibre 76 mm laisse une bosse de 2 mm de profondeur, commente l'ingénieur balisticien qui se tient à côté. Pour percer ça, il nous faut amener un canon de marine. Morozov hoche la tête. Il reconnaît le fait. Les Allemands ont créé un bouclier impénétrable. Mais ce n'est pas le bouclier qui l'intéresse. C'est le prix qu'ils ont payé pour l'avoir. Il fait le tour de la machine, examinant le train de roulement. 6 galets de roulement par côté. Des bogies doubles. Les barres de torsion se sont affaissées sous le poids monstrueux. Même ici, sur le sol ferme du polygone, la machine semble s'enraciner dans la terre. Elle veut s'arrêter. La gravité est pour elle un ennemi, au même titre que l'artillerie. « Ouvrez le compartiment de transmission », ordonne le concepteur.
Les mécaniciens soulèvent avec peine la lourde plaque blindée. Les entrailles de la bête s'offrent au regard. Ce n'est pas le compartiment moteur d'un char, c'est une centrale électrique. 2 générateurs Siemens, un entrelac de gros câbles en isolation caoutchouc, des moteurs électriques massifs à l'arrière. L'éclat du cuivre. Un système complexe de relais et de commutateurs. Les ingénieurs se penchent au-dessus de l'écoutille. On entend un sifflement de surprise. « Regardez ça, Alexandre Alexandrovitch !» Un des technologues montre le bobinage. Cuivre électrotechnique de la plus haute pureté. Il y en a des centaines de kilogrammes ici. Avec une seule machine comme ça, on pourrait câbler tout un quartier d'immeubles résidentiels. Transmission électrique, constate sèchement Morozov. C'est beau, élégant. Marche fluide, virage sur place, le sommet de la pensée technique. Il fait une pause, et dans cette pause résonne une condamnation. Mais comment réparer ça dans un champ? La question reste en suspens. L'école de conception soviétique professe la religion de la simplicité. Un char doit pouvoir se réparer à la masse et à la clé de 32, dans la boue, sous la pluie, par les mains d'un ex-conducteur de tracteur. Ici, il faut un laboratoire. Il faut des électriciens qualifiés, des box secs, des pièces détachées déficitaires. Ce n'est pas une machine pour la guerre. Morozov ferme son carnet. C'est un monument à l'orgueil technique. Ils ont misé sur la perfection abstraite en oubliant la réalité. Camarade concepteur en chef, mais pourtant elle fonctionne, objecte un jeune ingénieur. Sur le polygone, elle a montré d'excellentes qualités de marche. Sur le polygone, coupe durement Morozov. Et au combat, que se passera-t-il si un seul relais grille? Toute la machine s'arrête. 70 tonnes de poids mort. Pour évacuer une telle carcasse, il faut 5 tracteurs. Et où les prendre au combat? Le dialogue se transforme en débat entre 2 philosophies. Philosophie allemande, créer l'outil idéal qui surpasse tous les analogues par ses caractéristiques. Philosophie soviétique, créer un outil fiable qui peut être produit par milliers et réparé sur un coin de table. Morozov frappe du poing sur le flanc du Ferdinand. Le son est sourd, dense. « Vous savez ce que je vois ?» demande-t-il à ses collègues. « Je vois une impasse. Ils ont atteint le plafond du poids. On ne peut pas augmenter le blindage davantage. Les ponts ne tiendront pas. On ne peut pas complexifier la construction. L'industrie ne suivra pas. Ce Ferdinand, c'est leur chant du cygne. » Les ingénieurs grimpent à l'intérieur de la casemate. L'exiguïté. Malgré les énormes gabarits extérieurs, à l'intérieur l'équipage ne peut pas se retourner. L'énorme culasse du canon occupe la moitié du volume. « Je n'envie pas le chargeur », grommelle le balisticien, essayant de se faufiler vers le viseur. La douille est longue, lourde, et il n'y a pas de place. L'ergonomie est sacrifiée à la protection. Le verdict de la commission est cruel et sans équivoque. Dans le rapport qui atterrira sur le bureau de Staline, il n'y aura pas d'enthousiasme pour le génie allemand. Il y aura les chiffres secs de la charge de travail. Les coûts de main-d'œuvre pour la production d'un seul automoteur Ferdinand équivalent à la production de 10 chars T-34. C'est la mathématique de la victoire. Mieux vaut avoir 10 chars simples, dont 3 brûleront, mais 7 perceront la défense, qu'un char idéal qui restera coincé dans un ravin à cause de la panne d'un condensateur à dessous. La complexité est l'ennemi, résume Morozov, en descendant du blindage à terre. À la guerre, celui qui gagne est celui dont la technique vit le plus longtemps en l'absence de ravitaillement. Cette bête crèvera sans service après-vente en 1 semaine. Nous n'avons pas besoin de copier ça. Nous devons chercher des moyens de détruire ça. L'examen est terminé. Le trophée reste sur le béton, majestueux
puissant et absolument insensé dans sa complexité. Les ingénieurs soviétiques retournent au bureau d'études. Ils ne feront pas leur Ferdinand. Ils feront l'IS-2. Un char qui pèsera 46 tonnes, aura un canon plus gros que l'allemand, 122 mm, et qu'on pourra réparer dans n'importe quelle forêt. La collision des écoles d'ingénieurs s'est soldée par la victoire totale du fonctionnalisme sur le perfectionnisme. Le Ferdinand a prouvé qu'on peut créer une boîte invulnérable, mais qu'on ne peut pas l'obliger à gagner la guerre. La guerre est un chaos, et les systèmes complexes ne survivent pas dans le chaos. Ce qui survit, c'est ce qui est plus simple, ce qui est plus fiable, ce qui est plus grossier. Le soir tombe sur le polygone. Le métal refroidissant de l'automoteur allemand craque. C'est le son de la défaite, inscrite dans les plans dès la phase de conception. Le concepteur Porsche voulait étonner le monde par la technologie. Le concepteur Morozov voulait donner une arme à l'armée. La différence d'objectif a déterminé le résultat. Le titan allemand s'est révélé être un colosse aux pieds d'argile, incapable de survivre à la collision avec la boue russe et la logique russe de la guerre. Et pendant que les ingénieurs écrivent des rapports, sur le front commence l'agonie des machines qui sont encore en service. Ce n'est pas une retraite honorable au musée qui les attend, mais une mort longue et douloureuse sur les routes de la retraite. Juillet cède la place à août, et la steppe poussiéreuse se transforme en marais détrempés par les pluies. L'opération Citadelle s'est étouffée. La Wehrmacht commence le reflux vers l'ouest. Pour une division blindée, la retraite est une manœuvre complexe. Pour les 653e et 654e bataillons, c'est une agonie logistique. Les routes de la région d'Orel deviennent un cimetière pour des machines qui, hier encore, étaient considérées comme le couronnement de la création. L'ordre de repli sonne comme une condamnation. Faire pivoter 70 tonnes dans la boue est une tâche à la limite des capacités de la transmission. Les moteurs électriques, conçus pour des charges de pointe, ne supportent pas la marche. La ressource du train de roulement du Ferdinand, c'est la distance de sprint du combat, pas le marathon de la retraite. Chaque centaine de kilomètres parcourus exige le remplacement des galets et la maintenance des générateurs. Mais il n'y a pas de temps pour la maintenance. Les chars soviétiques sont à leur trousse. Une colonne de chasseurs de chars lourds rampe vers la traversée d'une petite rivière sans nom. Le pont est en bois, sur pilotis. Il est conçu pour les charrettes et les camions Opel Blitz. Au maximum pour un char moyen de 25 tonnes. À l'entrée du pont se tient un major du service du génie. Il agite les bras, les croisant au-dessus de sa tête. « Halte! En arrière! Le pont ne tiendra pas! Cherchez un guet !» Quel foutu guet! Sort de la coupole du chef de char un Oberleutnant. « Il y a 2 mètres de fond. Je vais noyer les générateurs. »« C'est une machine électrique, idiot! Elle ne sait pas nager !» Le dialogue est court, rempli de jurons et de désespoir. Pas le choix. Soit risquer de passer sur le tablier fragile, soit abandonner la machine sur la rive. Le pilote enclenche la vitesse inférieure. 70 tonnes de métal rampent lentement sur les rondins. Le bois gémit. Ce son est plus fort que le travail des moteurs. Les pilotis s'enfoncent dans la vase. La première machine passe, accrochant presque le garde-corps avec ses chenilles. La deuxième suit. Trop vite. Résonance. Le craquement des poutres qui se brisent ressemble à un coup de feu. L'arrière de l'automoteur s'effondre. Le canon pointe vers le ciel, comme la trompe d'un éléphant mourant. La machine tombe dans l'eau, brisant l'échine de la traversée et bloquant la voie aux autres. C'est la fin du trajet. Pour ceux qui sont restés sur l'autre rive, le piège s'est refermé. Le long de la route se dressent des géants abandonnés. Ils n'ont pas de dommages de combat,
Le blindage est intact, mais ils sont morts. Plus de carburant. Les 2 moteurs Maybach consomment des litres d'essence à une vitesse monstrueuse. Pour 100 km de hors-piste, le Ferdinand boit jusqu'à 1000 litres de carburant. Les camions-citernes brûlent quelque part à l'arrière, sous les coups des avions d'assaut Il-2. L'équipage de la machine numéro 602 se tient autour de sa maison d'acier. Le pilote s'essuie les mains avec un chiffon plus noir que la terre sous ses pieds. La transmission a bloqué. Sa voie est vide. Le roulement du moteur électrique gauche s'est désintégré. Je ne peux pas réparer ça dans un champ. Il faut une grue pour enlever la plaque de blindage du toit. Il faut un nouveau rotor. On n'a pas de grue, Hans. On a juste des charges de tolite, répond le commandant. C'est le moment le plus terrible pour un tankiste. Tuer sa machine. Pas au combat, pas dans la fureur de l'affrontement, mais froidement, méthodiquement, de ses propres mains. Le Ferdinand est un organisme ultra complexe qui exige une suite. Il lui faut des tracteurs, des ateliers mobiles, des plateformes. Quand l'infrastructure s'effondre, le roi meurt de faim et de maladie. L'évacuation d'un seul automoteur endommagé nécessite un attelage de 5 tracteurs de 18 tonnes. 5 tracteurs pour un seul monstre. Dans les conditions d'une retraite panique, rassembler un tel train est impossible. L'artillerie a besoin des tracteurs, l'infanterie en a besoin. Personne ne donnera 5 machines pour en sauver une, même très chère. L'arithmétique de la retraite est cruelle. On sauve ce qui peut rouler tout seul. Place la charge dans la culasse, ordonne l'officier. Le chargeur, un jeune gars qui, il y a une semaine encore, caressait avec fierté la culasse du canon de 88 mm, y fourre maintenant des blocs d'explosifs avec des mains tremblantes. La mèche est courte, mon lieutenant. On a 2 minutes. Suffisant pour courir. Allume. Il court loin de la machine, trébuchant dans les ornières. L'explosion est sourde, ventrale, et se produit à l'intérieur. 200 mm de blindage étouffent l'onde de choc, l'empêchant de sortir. À l'intérieur du corps se crée une pression de milliers d'atmosphères. La culasse du canon se transforme en shrapnel, broyant l'optique, la radio, les instruments de commande. Un nuage de fumée noire s'échappe par les écoutilles ouvertes. Extérieurement, la machine reste intacte, mais à l'intérieur, elle est éviscérée. C'est une coquille vide, un cercueil d'acier dont on a chassé l'âme. La route de la retraite est jonchée de telles carcasses. Les équipes de récupération russes qui suivront trouveront des dizaines de Ferdinand absolument intacts en apparence, sans trou, juste abandonnés, juste en panne, juste à court d'essence. C'est un cimetière d'ambition. Ici repose la croyance que la technique est plus importante que la logistique, qu'un superchar peut faire la guerre sans arrière. L'Oberleutnant allemand Knirim regarde la carte. Encore 40 km jusqu'aux lignes amies, à pied, dans la boue. Autour, c'est le chaos. Quelque part tout près, on entend le cliquetis des chenilles de T-34. Les chars russes, simples, grossiers, avec des patins qui ont du jeu, avancent. Ils ne tombent pas en panne. Et s'ils tombent en panne, on les répare d'un coup de masse et d'un juron. Et son chef-d'œuvre technologique gît dans le fossé, transformé en tas de métal inutile par son propre équipage. « Maudit poids !» murmure le pilote en regardant la carcasse brûlante. « Elle est trop lourde pour cette terre. Cette terre ne l'accepte pas. » « Cesse de philosopher, aboie le commandant. Prends la mitrailleuse. Maintenant, nous sommes de l'infanterie. » La transformation de l'élite des troupes blindées en infanterie ordinaire se produit instantanément. En ôtant leurs casques radio et en prenant en main des carabines, ils deviennent des morceaux de chair vulnérables. Le blindage ne protège plus.
L'illusion de sécurité qu'offraient les 200 mm d'acier a disparu. Le cauchemar logistique devient réalité. La retraite montre le vrai prix de la complexité. Chaque pièce complexe est un risque. Chaque tonne de poids superflu est une condamnation. L'armée allemande ne perd pas seulement de la technique, elle perd le rythme. Elle perd la foi en son arme. Les soldats passant devant les Ferdinand, détruits par les leurs, détournent le regard. Cela démoralise plus fort que la vue d'un char détruit par l'ennemi. Un char détruit, c'est une mort honnête au combat. Un char détruit par son propre équipage, c'est un symbole d'impuissance. Le symbole que le système a failli. La pluie redouble, lavant la suie du blindage des géants morts. L'eau inonde les compartiments moteurs, se mélangeant à l'huile et à la cendre. La transmission électrique unique, qui a coûté de millions, rouille sous le ciel russe. Et les hommes qui pilotaient ces machines errent vers l'ouest, laissant derrière eux les ruines fumantes de leur arrogance technique. Devant eux, l'inconnu et la peur. La peur que le blindage épais étouffait auparavant n'est plus contenue par rien. Et cette peur commence à pénétrer les âmes, préparant le terrain pour la dernière et la plus terrible tragédie. La tragédie de l'homme enfermé dans un piège en feu, quand la technique trahit définitivement son créateur. Espace intérieur de l'automoteur numéro 502. Étroit, étouffant, imprégné de l'odeur de la peur et de l'huile usagée. Ici, derrière 200 mm de blindage, le monde rétrécit aux dimensions d'une casemate. Le chef de pièce, le sous-officier Kurt Knirim, regarde la culasse du canon. Il y a une semaine, lors de la parade avant l'offensive, cet acier lui semblait le garant de l'immortalité. Il caressait le métal froid et croyait être assis à l'endroit le plus sûr d'Europe. Maintenant, il comprend. Ce n'est pas une forteresse. C'est une cellule de condamnés à mort. La ventilation ne suffit pas. Les moteurs électriques, situés à l'arrière, chauffent tellement que les semelles des bottes commencent à fondre. L'air est épais, lourd. Une suspension de cordite y flotte après les tirs. Chaque inspiration demande un effort. 6 hommes d'équipage sont enfermés dans un volume de quelques mètres cubes. Leurs visages sont noirs de suie, leurs yeux enflammés. L'euphorie des premiers jours, quand ils fusillaient les chars russes à 2 km, a disparu sans laisser de traces. Il ne reste qu'un tremblement animal et l'attente de la fin. Dehors, le fracas. Un nouvel obus soviétique ricoche sur la plaque frontale. Le son de l'impact à l'intérieur est perçu comme le coup d'une cloche dont tu es le battant. Les oreilles se bouchent. La vibration traverse les os. « Ils approchent !» crie le chargeur. Ses mains tremblent quand il essaie d'introduire l'obus dans la chambre. « Je ne vois pas l'infanterie. Où est notre couverture ?»« Ferme-la et travaille !» aboie Knirim, bien qu'il contienne lui-même difficilement la panique. Il se colle au périscope. La visibilité est exécrable. Les fentes étroites des triplex ne donnent qu'une image fragmentaire de l'enfer extérieur. Le Ferdinand est aveugle. À gauche et à droite, des zones mortes. L'infanterie russe le sait. Il rampe sur le sol, se collant à l'herbe, disparaissant du champ de vision de l'optique. Knirim voit une ombre se jeter vers l'arrière. « Infanterie derrière !» hurle-t-il. Enclenchez les ventilateurs en sens inverse. Mais c'est trop tard. Un coup sourd sur la grille moteur, un bruit de verre brisé, et tout de suite, un grondement. Ce n'est pas le grondement du moteur, c'est le grondement des flammes. Une bouteille avec un mélange incendiaire. L'arme la plus simple du prolétariat contre le sommet de la pensée technique. Le liquide inflammable coule vers le bas, sur les blocs cylindres brûlants des Maybach.
Flash. Le système anti-incendie devrait se déclencher automatiquement. Les capteurs de température devraient envoyer un signal, et les bouteilles de bromure de méthyle devraient inonder le compartiment de mousse. Devrait. Knirim regarde le voyant de contrôle. Il ne s'allume pas. L'électronique a failli. Le réseau complexe de fils qui entoure la machine est coupé quelque part par un éclat ou a simplement grillé à cause de la surcharge. « Incendie !» crie le pilote. « Le feu arrive dans la casemate !» La fumée commence à s'infiltrer à travers la cloison. Une fumée âcre, noire, grasse, provenant de l'huile et du caoutchouc qui brûlent. Elle remplit le compartiment de combat instantanément. On ne peut plus respirer. Les hommes tous, se couvrant le visage avec leurs manches. « Évacuez la machine !» ordonne Knirim. « Tout le monde dehors !» C'est le dernier ordre qui a du sens. Le blindage qui les protégeait des obus est devenu un ennemi. Il garde la chaleur à l'intérieur, transformant l'automoteur en four. La température monte par à-coups. Le chargeur se rue vers l'écoutille arrière. C'est une écoutille ronde dans la plaque de blindage arrière de la casemate. Elle est lourde, massive. Elle est destinée au chargement des munitions et à l'évacuation. Le gars tire le levier du mécanisme de verrouillage. Le levier ne cède pas. « Bloqué !» hurle-t-il. « À l'aide !» Knirim se jette vers lui. À deux, il pèse sur la poignée en acier. Les muscles craquent sous l'effort, mais le mécanisme est mort. Probablement qu'une explosion proche d'un obus explosif a déformé la plaque arrière de fractions de millimètres. Cela suffit. L'ajustement de précision allemand des pièces a joué un tour cruel. Là où un chat russe a des fentes larges comme un doigt et où l'écoutille s'ouvre d'un coup de botte, ici, c'est une géométrie idéale qui, au moindre gauchissement, devient un piège. « Une barre! Donnez une barre !» râle le sous-officier. La fumée devient plus dense. La visibilité tombe à zéro. Les yeux pleurent. Quelqu'un de l'équipage est déjà allongé au sol, suffocant. Le radio essaie d'ouvrir son écoutille à l'avant du châssis, mais le chemin vers elle est coupé par un mur de feu venant du compartiment moteur. Ils sont pris au piège. 70 tonnes d'acier pèsent sur le psychisme plus fort que sur le sol. La prise de conscience arrive instantanément et terriblement. Leurs vies sont gâchées en vain. Cette machine vaut des millions de Reichsmark, mais elle n'a pas de sortie de secours qui fonctionnerait sans faillir. Les concepteurs, dans leur bureau chaud, pensaient à la balistique, mais ne pensaient pas à la façon dont meurt l'équipage. Knirim frappe du poing sur le blindage. Inutile. 200 mm d'indifférence. Dehors, personne n'entendra. Dehors, le combat fait rage. Les leurs reculent, les autres avancent. Et ils sont ici, dans une crypte hermétique en acier, seuls avec le feu chimique. La peur se transforme en terreur silencieuse. Ce n'est pas une mort héroïque dans une fusillade. C'est l'asphyxie. C'est la mort d'un rat dans un bocal. « Maman !» murmure le jeune tireur en glissant le long du mur. Il n'a que 19 ans. Il était la fierté de la famille, tankiste d'une unité d'élite. Maintenant, il est juste une unité qui brûle dans le registre comptable de la guerre. Les flammes pénètrent dans le compartiment de combat. La chaleur devient insupportable. La peinture sur les murs intérieurs commence à cloquer. Knirim regarde ses mains. Elles sont noires. Il comprend que c'est la fin. Toute la puissance du Troisième Reich, toute cette machine industrielle, tous ces discours sur la super-arme, tout cela est un mensonge. La réalité, c'est ce levier bloqué. Ce n'est pas le canon de l'ennemi qui les a tués, c'est la complexité de leur propre machine qui les a tués. Ils ont été tués par les ambitions de ceux qui ont décidé que la technologie pouvait remplacer le bon sens.
Il sort son pistolet. Le Walter semble être un jouet sur fond de cette masse d'acier. 7 balles dans le chargeur. L'équipage, 6 hommes. Arithmétique du désespoir. « Pardonnez-moi, les gars », râle-t-il. Mais on n'entend pas le coup de feu derrière le rugissement du feu. De l'extérieur, le Ferdinand a l'air menaçant et imprenable. Son blindage brille toujours autant sous la pluie fine. Il se dresse au milieu du champ, comme un monument. Personne ne voit qu'à l'intérieur se joue un drame. Personne ne voit comment la machine, invulnérable, dévore ses créateurs. Un mince filet de fumée s'échappe par les champignons de ventilation sur le toit. C'est le seul signe que la vie est finie à l'intérieur du géant d'acier. La brisure psychologique est totale. La foi en la technique a brûlé avant les hommes. Il ne reste que de la cendre et du métal refroidissant, qui se couvrira bientôt de rouille, devenant partie du paysage russe. L'histoire de l'équipage de Kurt Knirim ne s'est pas terminée par une marche victorieuse, mais par un cri silencieux derrière un épais blindage qui s'est avéré trop bon pour les laisser sortir. Août 1943. La bataille sur l'arc de Koursk est terminée. La fumée des dépôts de pétrole en feu s'est dissipée, dévoilant un panorama qui deviendra la principale leçon de la Seconde Guerre mondiale. Les champs au nord d'Orel ressemblent à une décharge d'échelle cyclopéenne. Ici, parmi les cratères et le blé brûlé, se sont figés des dizaines de colosses d'acier. 89 machines ont pris le départ de cette course aux armements. À l'issue de l'opération, il en restait moins d'une dizaine en service. 95% de l'effectif des 653e et 654e bataillons sont perdus. Ce n'est pas juste une défaite militaire, c'est l'anéantissement total d'une unité d'élite. Mais le plus terrible pour le commandement allemand n'est pas le nombre de pertes, mais leur nature. Les commissions errant parmi les carcasses constatent un fait paradoxal. La majorité des Ferdinand n'ont pas de perforation traversante. Leur blindage frontal, cette même fierté du concepteur Porsche, a rempli sa tâche à 100%. Il est resté vierge. Mais les machines elles-mêmes sont mortes. Elles se tiennent là avec des chenilles déchirées, des compartiments moteurs calcinés, des canons explosés de l'intérieur. Ce cimetière est un monument à une erreur stratégique. L'Allemagne a essayé de gagner la guerre en créant une épée idéale. L'Union soviétique a gagné en créant un bouclier fiable et un marteau massif. Le Ferdinand était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais la guerre n'est pas une exposition de réalisation. La guerre, c'est la boue, l'absence de pièces détachées, le mauvais carburant et les erreurs de commandement. Et dans ce milieu, le chef-d'œuvre ne survit pas. C'est le produit de grande consommation qui survit. L'histoire des Ferdinand sur l'arc de Koursk met un point final au débat des deux doctrines. La doctrine allemande de la supériorité qualitative a subi un échec. L'idée qu'un superchar valant 300 000 Reichsmark peut remplacer une batterie de canons de campagne et une compagnie d'infanterie s'est révélée une utopie. L'économie de guerre fonctionne autrement. La complexité du système réduit sa fiabilité en progression géométrique. Plus il y a de pièces, plus le risque de panne est élevé. Le Ferdinand était trop complexe pour vivre. La stratégie soviétique s'est avérée plus cynique et plus sage. Le pari sur le minage total, sur la saturation de la défense par des moyens anti-chars bon marché, sur la production de masse de chars simples T-34, c'était un choix en faveur de la réalité. Les ingénieurs soviétiques ont compris l'essentiel. L'arme idéale n'existe pas. Il existe une arme qui remplit la mission ici et maintenant. Pendant que les mécaniciens allemands pleuraient sur les générateurs Siemens brûlés, les usines soviétiques
sortaient déjà de nouveaux milliers de chars. Grossiers, avec des soudures inégales, avec des tourelles étroites. Mais ces chars démarraient dans le gel, se réparaient d'un coup de marteau et allaient jusqu'à Berlin. Et les miracles technologiques du Reich sont restés rouillés dans les steppes russes. L'expérience de Koursk a changé la construction de chars à jamais. Même les Allemands ont été forcés de reconnaître l'impasse de la voie des machines super lourdes et super complexes. Les Ferdinand survivants ont été rappelés à l'arrière, modernisés, on leur a enfin donné des mitrailleuses, et renommés éléphants. Mais ils n'ont plus jamais joué de rôle décisif. Leur temps est révolu en ces jours de juillet, quand la première mine en bois TMDB a déchiré le patin numéro 501. Aujourd'hui, en regardant les photos d'archives de ces monstres, nous ne voyons pas la puissance, mais la tragédie de l'égoïsme technique. Ferdinand Porsche a créé une machine pour lui-même, pour prouver la supériorité de son génie. Les concepteurs soviétiques ont créé des machines pour les soldats, pour gagner la guerre. L'écho rouillé de cette bataille résonne simplement. Dans une confrontation globale, ce n'est pas celui qui peut créer l'unique qui gagne, mais celui qui peut dupliquer le fiable. La stratégie soviétique du convoyeur industriel de la mort a broyé le pari allemand sur la Wunderwaffe. Ce fut le triomphe de la logique et du bon sens sur l'orgueil technique. Les champs près de Poniry, jonchés de milliers de tonnes de métal allemand, sont devenus la preuve visuelle que la guerre ne se gagne pas dans les bureaux d'études où l'on trace des lignes idéales, mais dans les ateliers où l'on pousse le plan, et sur les champs où la simplicité et la masse brisent l'échine de n'importe quelle complexité, même la plus parfaite. Le silence tombe sur la steppe. Le vent se promène dans les embrasures vides des tourelles où se trouvaient autrefois les meilleurs canons de la Wehrmacht. Maintenant, c'est juste de la ferraille. De la ferraille chère, de qualité, alliée, qui a perdu la guerre contre une caisse en bois avec du trottil. Ce fut une leçon d'histoire cruelle, mais juste. Et cette leçon a été assimilée au prix de milliers de vies et de millions de Reichsmark, jetés au vent des ambitions.